Bonjour et bienvenue, je m'appelle Anthony Touchard, vous écoutez Graines d'investisseurs, le podcast fait par un investisseur pour les investisseurs. Ici on parle d'immobilier, de développement personnel et d'entrepreneuriat. L'objectif de ce podcast est de vous donner des clés et des conseils et pourquoi pas vous aider à entreprendre le changement de votre vie. Alors installez-vous confortablement, je vous souhaite une bonne écoute, c'est parti. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs, c'est Anthony et comme d'habitude c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche comme d'habitude, j'espère que vous passez un très bon début de semaine. Là on se sent en été, hein. Par rapport à la semaine dernière, là ça fait plaisir, j'ai pu enfin aller faire bronzette. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors les amis, actualité personnelle, pas grand chose cette semaine. J'ai pris rendez-vous pour... Ah si tiens, je vais vous parler de ça. J'ai pris rendez-vous avec divers agents immobiliers pour aller visiter des biens. Et putain c'est un truc de fou, ça part à une vitesse. J'avais sélectionné à peu près 12 ou à 16 biens à aller visiter sur un week-end. Et j'en ai déjà 4 qui sont sous compromis. C'était 4 intéressants, les autres, il y a énormément de travaux, donc c'est des fortes négociations, c'est pas sûr que ça aboutisse, mais bon, il nous reste toujours un petit vivier à aller checker, on va voir ce que ça donne. Sinon, à part ça, tranquillement, on finit la semaine et puis c'est parti pour les visites, retour dans le nord, on va aller voir la famille, etc. Ça fait du bien. C'est tout pour l'actualité perso. On passe à l'actualité immobilière de la semaine. J'en ai sélectionné plusieurs et je vais commencer avec du lourd. Elle est un peu marrante celle-là. On commence. Se disant victime d'un fantôme dans son logement HLM, un couple réclame d'être relogé. Dans l'un, un couple affirme être la victime depuis plusieurs mois d'une présence maléfique. Ils aimeraient changer le logement, mais leur bailleur social ne l'entend pas de cette oreille. Ça a commencé par des ombres noires, puis ça s'est amplifié. La lumière s'éteint, la télé s'allume toute seule, le téléphone se crypte, la vaisselle fait du bruit, raconte le couple. Patricia et David se disent obligés de ranger leurs affaires dans des cartons au sol, car l'esprit s'amuserait sinon à tout balancer par terre. Par précaution, le couple préfère dormir dans une tente sur leur balcon. Celle-là, elle est terrible. Elle est terrible. T'imagines, t'as un chez-toi bien cosy et t'es obligé d'aller dormir dans le balcon. Elle est excellente. Ils ont fait appel au service d'un magnétiseur. Ce dernier aurait affirmé avoir découvert une entité féminine du 19e siècle qui se serait bloquée dans les lieux. On est pas mal, on commence fort, non ? Allez. Bon, je sais pas si tu y crois ou tu y crois pas, hein, c'est pas la question, mais bon, ça reste une actualité marrante. Allez, un mois après la trêve hivernale, les expulsions locatives inquiètent les associations. Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre et porte-parole du collectif des associations unies, demande à la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, hein, c'est un nom qui normalement doit te tilter un peu parce que j'arrête pas d'en parler. Donc il demande de réaffirmer auprès des préfets que tout doit être mis en œuvre pour éviter au maximum les expulsions locatives. Mon avis là-dessus, franchement, moi je serais sans pitié. Franchement, je serais sans pitié parce que... Alors, je serais sans pitié, c'est un peu méchant, hein, je vais rectifier ma parole. Je serai clément avec les personnes où il y a réellement un souci. Sauf que après, tu vois, il faut se mettre aussi dans la peau d'un propriétaire. Le propriétaire, c'est pas ce qu'on... Dans l'imaginaire collectif, le propriétaire, c'est le grand riche avec 100 000 logements qui prend de l'argent aux pauvres pour encore plus s'engrosser. Enfin, tu vois, dans l'imaginaire collectif, c'est ça la vision du propriétaire. Sauf que dans la réalité, hein, le propriétaire, ça peut être un petit propriétaire qui a peut-être 1 ou 2 logements et qui a un crédit à payer,
qui, allez, il n'a peut-être pas fait une très bonne affaire, et on va être dans la réalité, mais c'est la majorité des cas, hein. Les investisseurs intelligents, entre guillemets, ceux qui achètent de manière, comment dire, de manière rentable, c'est pas la majorité. Donc, mets-toi aussi à la place du petit propriétaire qui a un ou deux logements, qui n'a pas fait l'affaire du siècle et qui, tous les mois, doit remettre un petit peu d'argent pour payer son prêt. Eh ben, sans loyer, en étant en situation de loyer impayé, c'est compliqué. Ça peut être on peut être très très vite dans la merde. Et il y a énormément de propriétaires qui sont dans la merde à cause des loyers impayés parce qu'ils n'ont pas, soit ils n'ont pas cette épargne de précaution que j'arrête pas de vous répéter qui est hyper importante, soit voilà, ils ont eu les yeux plus gros que le ventre et ils ont un gros prêt et ils sont un peu en flux tendu au niveau des loyers. Dès que tu as un pépin, ça te met dans la merde. Donc, ouais, pour les locataires où vraiment c'est une situation compliquée et compagnie, moi je suis toujours ok, tu vois, pour mettre du sien, mettre un petit peu d'eau dans son vin. Mais par contre, pour ceux qui abusent, ceux qui sont là vraiment pour niquer le propriétaire, moi je dis fuck. Je dis fuck, je dis, allez, pour moi il devrait même pas avoir de trêve hivernale pour ces mecs-là. Après, ça reste que mon avis, hein, et on peut dire Anthony, t'es un putain de capitaliste. Ouais, mais voilà quoi, t'as mon ressenti en tout cas. Allez, on continue. Cette fois-ci, grosse actualité. La justice condamne deux marchands de sommeil à de la prison ferme. Ces marchands de sommeil étaient uniquement motivés par l'appât du gain, a estimé le tribunal de Marseille. Du coup, je vais vous détailler ces deux affaires différentes. Donc, le premier cas, le plancher d'un de ces appartements s'était effondré et les toilettes étaient passées à travers. Des fuites d'eau coulant jusque dans l'escalier n'avaient jamais été réparées. Ce sont des faits d'autant plus graves que, je vais vous dire le nom puisqu'il est dans l'article, Georgette Touhou a été condamnée à 2 reprises et de façon récente pour des faits très proches d'infractions commises en qualité de propriétaire et qui laissent apparaître un véritable mépris pour ceux qui louent auprès d'elle les logements. Elle avait divisé un pavillon pour y installer 4 ou 5 familles. Georgette Touhou a été condamnée à une amende de 10 000 euros et à 10 mois de prison plus 8 mois d'une précédente condamnation. Et bah là, les amis, j'espère que toutes les personnes qui écoutent, tous les investisseurs et tous les futurs investisseurs, j'espère que vous ne serez jamais, jamais dans ce cas. C'est clairement pas. Sincèrement, je le souhaite. J'ai pas envie que des marchands de sommeil écoutent mon podcast. Pour moi, ces gens-là devraient avoir honte, hein. On loue quelque chose. Alors, moi, j'ai un peu l'aspect, tu vois, quand je loue, pour moi, je loue un produit et les locataires, ce sont mes clients. Donc, moi, je m'efforce de louer quelque chose de très propre, quelque chose où moi, je pourrais louer. Quand moi, je peux le louer, je me dis que c'est bon, je peux le louer à des gens. Et franchement, moi, je me verrais pas louer un truc flingué. C'est pas possible. Derrière ça, tu vois, il y a de l'humain. Ça veut dire que tu respectes même pas les humains. Enfin, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. On continue. Deuxième cas, et là, alors, je vais te lire. Un ostéopathe marseillais de 46 ans a été condamné à 2 ans de prison, dont 1 an avec sursis, à une amende de 50 000 euros. Il effectuera sa peine sous bracelet électronique à domicile. Sa société, propriétaire d'un immeuble dangereux, a été condamnée à une amende de 100 000 euros. Il est condamné pour de multiples infractions, dont la mise en danger, le refus de relogement après un arrêté de péril grave et imminent, la destruction des meubles et des effets des locataires et de la dégradation d'appartements, dans le but d'en faire partir leurs occupants. Bah là, clairement, on est un step encore au-dessus. Moi, je sais pas comment tu peux en arriver là, et j'ai envie de t'alerter aussi sur l'immobilier. C'est cool, c'est bien, mais par contre, t'engages ta responsabilité, et ça, on le dit très peu. C'est que quand tu deviens propriétaire, t'as des droits, mais t'as aussi des devoirs. Et l'immobilier, si tu le fais de cette façon-là, tu risques
pas mal. Franchement, tu risques énorme. Tu peux aller faire de la prison. C'est pas rien la prison. Tu peux payer des amendes salées. Et même que, imaginons, t'as exploité pendant les 2 ans, t'as exploité tranquille alors que il y avait des arrêtés, etc., etc. Est-ce que tu penses que tout ce que tu as gagné pendant 2 ans, il y aura assez pour te payer ton amende de 50 000 plus tes 100 000 euros d'amende à la société? Clairement, 150 000 balles en 2 ans, compliqué à faire, hein. Alors après, ça dépend ce que tu fais, si tu fais de la location LCD et compagnie. Enfin bref, c'est pas la question. Pour moi, je trouve ça scandaleux, c'est dingue. C'est dingue de juste avoir dans l'idée de faire ça. Juste que tu saches que ton logement, c'est de la merde. Parce que clairement, c'est de la merde, hein. À ce niveau-là, c'est plus de la petite réflexion, c'est vraiment de la merde. Et je sais pas comment tu peux avoir dans l'idée, dans la tête, de te dire, c'est pas grave, je vais louer ça à des gens, à des pauvres gens. Et je vais m'enrichir sur leur dos. Là, clairement, c'est dégueulasse. L'ampleur de l'habitat insalubre dans la deuxième ville de France, donc on parle de Marseille, avait été révélée en 2015 dans le rapport Nicole, qui a recensé près de 40 000 taudis dans la deuxième ville de France. 40 000 taudis, soit 100 000 personnes concernées sur 860 000 habitants. C'est énorme. C'est énorme. 40 000 logements qui sont rincés. Et là, je vous dis, 40 000 logements, enfin 40 000 taudis, c'est d'autant de bonnes affaires. Parce que si, alors bien sûr, si ton truc est totalement mort, tu vois, même la base elle est flinguée, effectivement, pour faire une bonne affaire, ça risque d'être compliqué. Par contre, moi je le vois, taudis, tu vois, je vois un truc vraiment plein d'humidité, un truc rincé, flingué. Bah là, je me dis quand même, chaque problème peut être une, comment dire, une opportunité. 40 000 taudis, je pense qu'il y a des propriétaires qui vont lâcher ça pour une bouchée de pain. Derrière, je pense qu'il doit y avoir aussi un enjeu, tu vois, tu dois t'engager, je pense, par rapport à la commune, etc., etc. Mais je pense que dans ça, tu peux faire des bonnes affaires. Donc ça, c'était la deuxième actualité. Et clairement, les amis, j'ai jamais envie de lire une info qui vous concerne et qui me dise ça. Moi, je veux des informations. Un mec lambda, il a pété, il a pété le million. Je veux de la bonne nouvelle. Donc les amis, on fait pas de ça chez nous. Pas de marchand de sommeil, pas de marchand de tapis. On n'est pas des vendeurs de rêves. Ensuite les amis, on continue. Construire sans permis peut avoir des lourdes conséquences lors de la revente. Si une construction a été réalisée sans permis, son acquéreur pourra obtenir une réduction de prix, voire l'annulation de la vente lorsqu'il le découvre. Une construction a été édifiée à l'origine sans permis, elle peut être atteinte c'est même pas elle peut, elle est atteinte d'un vice caché et ça permet en fait à son acquéreur d'obtenir une réduction de prix, voire même l'annulation lorsqu'il le découvre. En gros, si cette construction elle ne peut plus être démolie, parce que les délais ils ont été écoulés ou la justice n'a pas décrété sa démolition, bah faut savoir que même le jour où comment dire, imaginons il y a une tempête, ton logement il est à plat, et ben sache que la mairie, la commune peut s'opposer à sa reconstruction en cas de sinistre. Parce que à la base il n'y a pas eu de permis de construire, et donc c'était une construction illégale. Donc tu peux acheter, peut-être que tu peux faire une bonne affaire, tu vois. Si tu achètes en connaissance de cause, tu dis ok, il n'y a pas eu de permis de construire, ça fait X temps que ça a été construit, je l'achète en connaissance de cause. Si jamais, alors tu peux faire une bonne affaire, hein, tu peux l'acheter largement moins cher, et j'espère pour toi que tu vas l'acheter largement moins cher. Mais si jamais, j'ai l'agent immobilier qui m'appelle, je le rappellerai après. Mais si jamais tu l'achètes en connaissance de cause, j'espère pour toi que tu l'achètes moins cher. Et si jamais demain il y a un sinistre, je te dis une tempête, et ben sache que tu n'as plus rien, il te restera juste le sol. Et ça a été décrété par la Cour de cassation. Donc, MEF sur les permis de construire, c'est hyper important. Donc ça les amis, c'était les actualités immobilières de la semaine. Et on va passer tout de suite à la question de la semaine. J'en ai sélectionné deux.
Alors, on commence tout de suite. Bonjour Anthony, dis-moi, j'ai une question sur les accords de prêt. J'ai eu un accord de prêt de ma banque il y a plus de 3 semaines. Aujourd'hui, les offres n'ont toujours pas été éditées. Ma conseillère me dit de ne pas m'inquiéter, car à partir du moment où je reçois un accord de prêt, c'est sûr à 100% que j'aurai mon crédit. Qu'en est-il vraiment? C'est une période assez stressante pour moi, merci. Alors, ce que je peux te répondre, c'est que un accord de prêt, c'est différent d'un accord de principe. Un accord de principe, c'est un accord, même si tu peux avoir, c'est verbal, c'est écrit, comme tu veux, mais ça n'a aucune, comment dire, ça n'a aucune réelle valeur. C'est entre toi et ton. On a monté, on a fait comment dire, une hypothétique situation, ok. L'accord de principe, selon ta situation décrite, peut-être que tu vas avoir le prêt. Par contre, le jour où tu vas réellement monter ton dossier, qui va être étudié, etc., ça ne veut pas dire que, même si l'accord de principe était favorable, ça ne veut pas dire que tu vas avoir ton prêt. Donc, l'accord de prêt, il est différent de l'accord de principe. Si l'accord de prêt il est signé par la directrice, dès que l'accord de prêt est signé par la directrice de l'agence, si elle en a la délégation, automatiquement c'est accordé. Par contre, ça peut être plus ou moins long, en fait, c'est en fonction de leur charge de travail du moment. S'ils sont débordés, automatiquement ça va te prendre un petit peu plus de temps. Écoute, moi si tu as signé les accords de prêt, moi il n'y a pas de problème. Tiens-moi au courant et tu me diras si je t'ai pas dit de la merde, j'espère pas. En tout cas, même si jamais c'est négatif, fonce, va faire 20 000 banques. Continue, il faut pas se laisser abattre. Je te souhaite d'avoir ton prêt, hein. Mais si jamais c'est négatif, des banques, il y en a je sais pas combien en France. Donc n'hésite pas. Ensuite, on continue. Deuxième question. Salut Anthony, j'ai de nouveau une question. Je m'apprête à faire des visites d'appartements. Au fil de mes recherches, je me suis aperçu qu'effectivement, les bons appartements partaient très rapidement au point que des fois, je ne puisse même pas aller au rendez-vous parce que l'appartement a déjà été vendu entre mon appel et l'heure de ma visite. Mes questions sont les suivantes. Comment, dans ce cas, faire une seconde visite pour s'assurer d'avoir le bien en vue de voir les éventuels défauts ou autres? Faut-il faire une offre dès la première visite et peut-on réellement négocier? Mes questions sont un peu simplées, mais je débute dans l'IMO et j'ai toujours cette peur de me lancer et de faire une erreur. Alors écoute, comme j'ai dit dans le dernier podcast, tu peux anticiper toutes les questions avant la visite. Le montant des travaux, les lecs, même si c'est montant des travaux évalué approximativement, tu vois. Il faut savoir que l'agent immobilier, quand tu vas faire un chiffrage travaux, le mec il va toujours te minimiser les travaux. Mais prends 10-20% maximum au-dessus, sauf si c'était trop gros, hein. Si tu vois qu'il y a une toiture, que le mec il te dit ah non, non, la toiture est saine, tu vois, on va pas abuser. Mais voilà, anticipe un peu les questions, le montant des travaux, l'électricité, le gaz, est-ce que il y a les fenêtres à changer, la taxe foncière elle est de combien, etc., etc. Et si le bien il te plaît vraiment, bah fais du forcing. Si au téléphone tu dis ah ouais, ça a l'air d'être une bonne affaire, tu dis écoutez, je prends la route tout de suite, je viens visiter. Fais le forcing, même si t'es pas en pole position, essaie de passer en deuxième, troisième. Parce que c'est vrai que, en fait, en fonction si tu es un secteur tendu, etc., ça part énormément, ça part trop vite. Donc il faut vraiment faire le forcing. Et personne ne va te reprocher de forcer la chose. Tu peux aussi te préparer. Tu peux aussi préparer ton offre en fait avant la visite. Moi, je l'ai déjà fait, hein. Si vraiment tu es sur un marché tendu, d'après les photos, tu peux demander, même s'il n'y a pas trop de photos, des fois les agents immobiliers, ils ont un petit stock de photos qui n'est pas publié. Tu peux demander à voir ces photos, et d'après les photos, tu peux à peu près voir l'état du bien. Et tu prépares tes offres avant, tu commences à écrire, et si le bien il te convient, tu lui lâches l'offre directement. Tu peux. Après, t'es pas obligé de négocier. T'es pas obligatoirement obligé de négocier. Si le bien il est vraiment demandé, si c'est une bonne affaire, etc., il partira au prix. Les gens qui négocient, ton bien il est affiché à. Allez, je te dis une bêtise, mais ton bien il est affiché à 200 000. Les gens qui achètent à 100 000, c'est. Franchement, j'ai pas envie de
Allez, franchement, si c'est 50%, c'est bien. 50% c'est bien. La plupart des négociations, c'est 5, 10 000, 15 000, et pas plus, en majorité. Et il y a énormément de biens qui partent au prix. C'est pas parce que tu vas pas réussir à négocier ou tu vas pas négocier que automatiquement tu as fait de la merde. Non. Et en plus, tu vois, il y a un truc, c'est sur, en fait, sur les petits produits, tu vois, genre de studio, T1, T2, tout ce qui est à peu près dans les moins de 100K, bah ça peut partir très très vite en fonction du secteur. Pardon, en fonction du secteur. Parce que c'est des produits qui sont accessibles à presque tout le monde. 100 000 balles, normalement, allez, c'est pareil, c'est une généralité, mais 100 000 balles, tout le monde peut les avoir. C'est assez simple à avoir 100 000 euros. Donc ça, c'est accessible à tout le monde. Du coup, il y a beaucoup plus de monde. Après, a contrario, plus tu vas sur des prix qui sont plus ou moins élevés, euh, on va prendre le step à 200 000. À 200 000, tu auras moins d'acheteurs qu'à 100 000. C'est automatique. Parce que les gens qui touchent 1002, 1005, 1008, ils ne seront pas en meilleure position pour avoir un prêt par rapport à quelqu'un qui est déjà lancé dans l'immobilier, qui gagne 3, 4, 5, 6, 7 000. Donc, plus tu vas sur des choses qui sont chères et plus c'est restreint, moins le cercle se réduit et vous êtes de moins en moins. Après, je te le dis, hein, maintenant, si tu tombes sur une pépite, positionne-toi rapidement, fais une offre au prix s'il le faut, si c'est une bonne affaire, hein. En plus, même si tu te positionnes au prix, bah t'es pas pris à la gorge. Parce que tu pourras faire une contre-visite avec ton artisan pour valider ton choix et confirmer ton enveloppe travaux, etc., etc. En fait, tant que le compromis n'est pas signé, tant que le compromis de vente n'est pas signé, bah, réellement, t'es pas vraiment engagé. T'es pas vraiment engagé parce que même, imaginons, tu vas jusqu'au compromis parce que voilà, on t'a mis la pression, etc. Après le compromis, t'as un petit temps de rétractation. Et bah, tu te rétractes dans ce délai et puis basta. T'auras strictement rien engagé comme frais, t'auras rien perdu, à part peut-être du temps, mais c'est tout. Donc voilà, n'hésite pas, si tu es sur un secteur tendu, etc., que tu sens une bonne affaire, à un moment, il faut passer à l'action. C'est cool d'analyser, etc., etc., mais en plus, tu vois, tu me dis que tu débutes, etc. La peur, elle est normale. J'ai fait un podcast sur la peur. C'est tout à fait normal. Même moi, j'ai eu peur. J'ai eu peur de ouf avant de me lancer réellement. Mec, j'étais une flippette. J'étais une flippette, clairement. Parce que j'avais peur de me lancer. Je me disais, ah, c'est un prêt, c'est sur 20 ans, etc., etc. Mais au final, maintenant, c'est tranquille. Cette peur-là, elle est dépassée, etc. Donc, fonce, passe à l'action. Et, euh, et puis, dans tous les cas, tu as toujours un petit filet de sécurité si jamais. Voilà. Voilà, c'était ma réponse que je pouvais t'apporter sur ta petite question. Du coup, les amis, cette semaine, j'ai décidé de parler de petites villes. Acheter dans une petite ville. Ça fera un bon sujet de podcast. Et je vais te... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, ah, tu sais, comment tu fais pour avoir des rentas au-dessus de 10, 11, 12. Alors, je vous parle vraiment en renta de base, hein, pas optimisé avec de la LCD, etc., etc. Comment, je reçois des questions, on me dit, ouais, Anthony, comment tu fais, etc., etc. Moi, les amis, moi, j'investis pas dans une petite ville, j'investis pas dans une grande ville. Je suis dans une ville moyenne, on est à 40 000 habitants, 30-40 000 habitants. Maintenant, pour avoir des rentabilités, tu te doutes bien, c'est pas à Lille, c'est pas à Lille Centre, c'est pas à Lyon, c'est pas à Paris que tu pourras avoir du 12, 13, 14. Ou alors c'est 1% des investisseurs qui arrivent à avoir des bonnes rentabilités dans ces zones. C'est compliqué. Donc, maintenant, on va voir, est-ce que acheter dans une petite ville, c'est cool? Si je te dis 300 mètres carrés à 100 000 balles, ça te fait rêver ou pas? Eh ben, sache que ça existe. Ça existe. Donc, on va voir si c'est bien ou si c'est pas bien. Alors, moi, j'ai un avis tranché sur la question. Et moi, je pense qu'on peut faire de très très bonnes affaires sur des villes
de second, voire de troisième choix. J'entends par là, alors déjà on va définir la ville que je vous parle, le type de ville que je vous parle. On va parler d'une ville de minimum 4, 5, 6 000 habitants. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait un peu de vie, etc., etc. En dessous, sincèrement, sur les petits villages, 500, 600, 700, allez, on est ouf, 1000 habitants. J'ai jamais réellement étudié la chose et j'ai pas envie de dire de la merde. Mais si jamais il y a quelqu'un qui investit dans ce genre de ville, 500, 600, 700, 1000, je suis preneur d'infos. Et si cette personne s'y connaît vraiment bien, on pourrait même faire un podcast ensemble. Donc si tu te reconnais, n'hésite pas, viens me voir. On se fera un petit podcast ensemble sur les villages, les petites villes. Vraiment les toutes petites villes. Alors, moi, je raisonne en agglomération. Par exemple, si je te donne une ville qui fait 500 habitants, mais en périphérie d'une ville qui en fait 15 000, voilà, il faut chercher réellement pourquoi cette ville elle a que 500 habitants. Il faut savoir pourquoi, tu vois. Par exemple, peut-être que la ville, peut-être que du coup 500 habitants c'est plus un village. Bah peut-être que ce village il est saturé et que il y a plus de place et que on est obligé de se délocaliser dans les villes annexes, etc. Tu vois. Faut réellement chercher l'information. Rien à voir avec le sujet, mais moi par exemple, je loue dans une ville de 35, 36 000 habitants à peu près. J'ai pas les derniers chiffres en tête, mais voilà, on est dans ces eaux-là. Mais mon agglomération, elle compte presque, on brasse à peu près 70 à 80 000 habitants. Donc tu vois, en fait, j'ai clairement un vivier de locataires potentiels parce que ma ville, c'est peut-être la plus grosse du secteur, mais derrière, j'ai plein de petites villes qui peuvent aussi brasser des locataires qui peuvent être intéressés par mon secteur. Tu vois, le mec qui habite dans la ville d'à côté, quand il va vouloir déménager, bah automatiquement il va regarder ce qui se trouve sur mon bien. Tu vois, parce qu'on est juste à côté, sur ma ville, pardon. Parce qu'on est juste à côté, etc. C'est pas comme si il allait partir à Bubblewed. Donc voilà, moi j'aime bien raisonner en agglomération parce que on a une vision plus globale, pardon, et tu vois si réellement tu as un vivier de locataires ou pas. Donc, premier point que je peux vous dire sur investir dans des petites villes, c'est si on s'oriente sur de villes, c'est pas pour rien. Parce que le risque, on va pas se mentir, le risque est plus élevé. Et donc, si le risque est là, alors la récompense, elle doit être plus grande. Parce que, perso, je vais pas investir dans une ville de 4000 habitants pour du 8%. C'est clairement hors de question. Oh, c'est mort. 8% dans une ville de 4000 habitants, c'est... Alors, sauf si cette ville, c'est la jet set, c'est Saint-Trope, tu vois. Mais 4000 habitants, il faut viser du 13, 14, 15%. Et les chiffres que je t'énonce, ça peut peut-être te faire rêver, mais je te promets que ça existe réellement. Ça existe réellement. L'exemple que je te donnais, 300 mètres carrés à 100 000 balles, je l'ai vu et je le vois tous les jours. J'investis pas dedans parce que c'est pas mon mon comment dire, c'est pas mon credo en immobilier, mais je le trouve tout le temps. Après 300 mètres carrés, ça fait beaucoup de rénovation, etc., etc. Mais voilà, comme quoi que si tu investis dans une ville de 4000 habitants, c'est pas pour des broutilles. 8%, on oublie, c'est next. Donc, ville risquée, récompense plus grande. 13, 14, 15%. Deuxième point que je peux te dire, c'est il faut quand même que tu aies des locataires pour louer. Parce que c'est le nerf de la guerre. Si la ville, et imaginons la ville est 100% propriétaire, bah ça ne sert à rien, n'investis pas dedans. Ça ne sert à rien, il n'y a aucun espoir. Aucun. Parce qu'au final, même si sur le papier, ton affaire c'est de l'or en barre, eh ben, vu que tu loueras pas, ton affaire elle vaudra zéro. Elle vaudra zéro. Alors peut-être tu pourras éventuellement, là je vous parle vraiment en location, hein. Peut-être que tu pourras faire une bonne affaire en achat-revente. Mais si il n'y a pas de locataire, ça sert à rien. Faut pas investir si tu vois que on est à 70-80% de propriétaires. Next. Oublie, ça sert à rien. Troisième point
que j'ai noté, c'est il faut regarder l'agglomération au niveau du travail. Est-ce qu'il y a des entreprises? Est-ce qu'il y a des grosses boîtes, etc., etc. Il faut regarder le taux de chômage. Tu peux le voir sur l'INSEE. Et je vous laisse réécouter le podcast sur l'étude de marché. Comment bien faire son étude de marché? Je crois que je l'ai. Comment faire son étude de marché facilement ou un truc comme ça. Regardez, allez sur Graines d'investisseurs, on swipe vers le haut et c'est dans les premiers épisodes du podcast. Je vous ai fait un big épisode sur l'étude de marché. Tu as juste à l'écouter et à suivre pas à pas. Ensuite, il faut rester réaliste. Il ne faut pas se mettre un voile devant les yeux, on ne va pas se cacher la vérité, il ne faut pas embellir la chose. C'est-à-dire que dans ta tête, tu te mets un scénario fantastique alors que moi j'aurais une vision totalement différente, tu vois. Il faut, en immobilier de toute façon dans tous les cas il faut être pessimiste. On part toujours avec des chiffres pessimistes. C'est-à-dire que ton loyer, imaginons que toi tu as envie de faire du haut de gamme, tu loues ça 600, et ben tu vas prendre 500 balles de loyer. Et il faut que ces 500 balles ça rentre dans ton projet. Parce que si tu idéalises la chose, que tu prends des chiffres resplendissants et que derrière tu te manges une mandale, c'est triste. C'est triste parce que tu te seras caché la vérité, tu auras forcé la chose pour essayer d'avoir quelque chose qui est sur le papier et fantastique. Mais au final, ça sera de la daube. Donc il ne faut pas embellir la chose. En immobilier, on prend toujours les choses de manière pessimiste. Le plus de rénovation possible. On prend une vacance locative de minimum 1 mois par an. On prend des loyers sous-estimés, etc., etc. Quatrième point à faire attention pour investir dans ce type de ville, c'est les transports. Est-ce qu'il y a une gare? Est-ce qu'il y a des transports? Il y a des lignes de bus, etc., etc. C'est hyper important. Parce que même si ta ville, c'est une petite ville et que tu es une gare avec des trains qui rejoignent des grandes villes, c'est hyper important. Ça veut dire que tu vas pouvoir brasser, imaginons, fictivement, on va prendre la gare de Lille. Si tu investis dans une ville qui est à 45 minutes de Lille, c'est une petite ville qui paye pas de mine, etc. Mais dans cette ville, tu as la gare avec un train qui passe toutes les heures pour aller à Lille. Et ben, tu pourrais peut-être toucher des gens qui vont travailler à Lille. Tu pourrais peut-être toucher des étudiants. Et moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait. J'ai loué des logements à plus de 45 minutes de ma fac en train. Donc, je l'ai fait. Je ne pense pas être une exception. Donc, clairement, tu vois, l'aspect gare, l'aspect transport, c'est hyper important et c'est pas à négliger. Parce que entre une petite ville où il n'y a pas de gare et une petite ville où il y a une gare, tu brasseras toujours plus de monde là où il y a la gare. Ensuite, cinquième point, la sécurité. Alors là, je vais te donner un exemple personnel. Par exemple, je viens d'acheter ma RP, comme tu le sais, et pour le même prix d'achat, j'aurais pu avoir au moins 15-20 mètres carrés, 15 ou 20 mètres carrés en plus dans une ville pas trop loin à côté. 10 minutes. Mais je ne l'ai pas acheté parce que cette ville, elle n'était pas ouf niveau sécurité. Niveau sécurité, on était à zéro. Et clairement, j'ai préféré perdre 15 mètres carrés, 20 mètres carrés et être tranquille. C'est-à-dire que là où j'habite, je peux laisser ma porte ouverte. Je sais que j'aurai pas de problème. Je peux dormir tranquille, dormir serein. J'entends pas, il n'y a pas des gens qui squattent en bas de chez moi, etc., etc. Et ça, c'est hyper important. L'aspect sécurité, il doit être dans les premiers aspects à checker. Franchement, si tu as le choix, mettons en mode locataire, si tu as le choix, je vais te louer un appart 500 balles où tu es tranquille. Et je vais te louer un autre appart 450 balles, mais avec du squat en bas. Dans une cité un peu malfamée. Est-ce que tu vas préférer aller dans celui-là 450 balles ou celui-là 500 balles?
Clairement, à 500 balles. Si tu me dis 450 balles, c'est que t'es de mauvaise foi. Donc, l'aspect sécurité, il est vraiment, vraiment important. Sixième point, ça sera les points d'intérêt. Les points d'intérêt, pour moi, c'est hyper important. Magasin, boulangerie, tu vois, tout ce genre de points d'intérêt. Peut-être une petite crèche, peut-être une petite école maternelle, etc., etc. Ça peut sembler secondaire au début, mais quand tu vis dans une ville où tu dois prendre la voiture tout le temps pour avoir du pain frais, je peux te dire que ça fait chier de ouf. Quand tu dois prendre automatiquement la voiture pour aller te balader dans le parc qui est un peu plus loin, ça fait chier. Quand tu dois aller faire des courses et que tu es obligé, un dimanche, tu aimerais bien être tranquille, aller en short claquette, aller acheter de la viande pour faire un barbecue l'après-midi, prendre la voiture, ça fait chier. Donc clairement, il te faut une ville avec des points d'intérêt. Et en plus de ça, qui dit point d'intérêt, dit petit magasin, etc., etc., et dit de la vie. Automatiquement, la ville, sans ces points d'intérêt-là, c'est une ville dortoir. Si derrière, tu as une boulangerie, tu as un bureau de tabac-presse, tu as la poste, etc., etc., c'est cool. C'est cool. Et ça, c'est hyper important aussi. Comme la gare, comme les transports, c'est important d'avoir ces points d'intérêt-là. Et le septième conseil que je peux vous donner, du coup, sur les petites villes, je vous ai dit, il ne faut pas se voiler la face, etc. Et il faut surtout anticiper le futur, la revente. Il faut penser à l'après. Quand tu montes un projet, il faut que tu aies une stratégie de sortie. C'est pas une fois qu'on a acheté qu'on va réfléchir à se dire comment je vais revendre. Combien je vais le revendre? Ah tiens, j'ai perdu. Comment je vais faire? Non, ça se calcule, tout ça se fait avant, à l'étude du projet. Et tu dois, dans ce genre de petite ville, tu dois penser à l'après. Est-ce qu'il y a d'autres investisseurs sur le secteur? Est-ce qu'il y a quand même de la demande en achat, etc. Parce que si il s'agit imaginons, tu achètes l'immeuble que je te dis là, 300 mètres carrés à 100 000 balles, qui existe réellement, hein. Si tu prends cet immeuble, tu le divises en 7 lots. On s'adresse à la revente, on s'adresse clairement à des investisseurs. Et donc, il faudra trouver preneur. Je pense pas que c'est Tati Jacqueline qui va s'acheter cet immeuble-là pour loger en bas. Non, on focus clairement des investisseurs. Donc si il n'y a pas d'investisseurs sur ta ville, si ça n'attire pas les investisseurs, c'est que c'est pas bon. C'est que c'est pas bon si le bien reste longtemps à la vente et que ça trouve pas preneur, etc., etc. Il y a peut-être pas de demande, tu vois. Au niveau de la vente, ça risque d'être compliqué et tu risques de te retrouver avec ton immeuble de 7 lots que tu vas vouloir vendre parce que tu l'as acheté 100 000 avec allez, 100 000 balles de travaux, et encore on est gentil. 200 000, tu vas vouloir le vendre 200 000, tu ne trouveras pas preneur. Tu vas devoir le brader à 150 et encore, on va te saigner. Moi, clairement, dans une ville comme ça, je te saigne. Je te saigne. Je te dis, il n'y a pas d'acheteur. Moi, je peux tant, j'irai pas plus haut. Et c'est mon offre à prendre ou à laisser. Donc, clairement, tu vois, faut anticiper la revente. Faut pas que tu sois dans cette situation-là où que tu sois pris à la gorge et que à la revente, tu n'arrives pas à revendre. Donc, faut faire attention. Voilà, les amis, c'est déjà pas mal, je trouve. Acheter dans une petite ville, vous me donnerez votre avis. Moi, je pense qu'on peut faire de très très bonnes affaires. En plus, on va parler vraiment au aspect. Tout est moins cher dans les petites villes. Tout est moins cher. Que ce soit de la rénovation, de l'achat au prix au mètre carré, tout est moins cher. Si tu compares une rénovation à Lille centre, à Lille, même pas centre, à Lille et dans une petite ville de 5000 habitants, bah les prix ne seront pas pareils. Ça sera moins cher dans la petite ville. Donc il y a quand même pas mal d'avantages, on peut faire de très très bonnes affaires. Et en plus de ça, je vais vous donner un retour d'un pote. Il a investi dans une ville de... Alors on est un petit peu plus grand que ça, je crois on doit être dans une ville à 7000 habitants. Il fait de la LCD et sa LCD est full. Sa LCD fonctionne du tonnerre. Pourtant c'est une petite ville, 7500 habitants il me semble à peu près.
Et ça fonctionne. Comme quoi qu'on n'a pas obligatoirement, on n'est pas obligé d'être en plein centre de Paris, en plein centre de Lille, en plein centre de Lyon pour faire de la LCD. La LCD peut fonctionner partout. Alors bien sûr, tu vas pas me faire une LCD flinguée. Il faut que tu mettes quelque chose. Il faut que ton bien ait du cachet, que ton bien donne envie. Donne envie d'aller dedans. Tu peux faire des trucs à thème. Tu peux faire... Il y a plein d'idées. Plein d'idées pour attirer des gens dans ce type de LCD. Donc, dans ce type de ville, pardon. Donc voilà les amis, c'était le petit podcast de la semaine. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu les amis, foutez-moi des 5 étoiles là bordel. 5 étoiles, on n'avance plus. Au niveau des notes, là on a repris. On recommence à retourner à plein régime. Là la semaine dernière je crois qu'on a fait sans écoute. Les amis, sans écoute, j'ai 5 ou 6 notes. Foutez-moi, c'est gratos en plus. Mettez-moi du 5 étoiles. Mettez-moi du 5 étoiles, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ça flatte mon ego, ça me touche. Et ça fait aussi référencer un peu de podcast, pardon. Donc n'hésitez pas, on partage, on parle sur Instagram, on parle partout. Tu vas prendre ton café au bureau, parle de graines d'investisseurs. Voilà les amis, c'était l'épisode de la semaine et je vous souhaite plein de bonnes choses. À la semaine prochaine. Ciao ciao ciao.